Guerre oubliée. Ce débat est organisé en partenariat entre le Festival de Douarnenez et une association qui s'appelle BCD, Bretagne Culture Diversité. C'est une association qui est présente un petit peu plus bas. Certains d'entre vous avaient peut-être remarqué qu'il y a deux caravanes. Donc il y a une caravane qui est celle de BCD. Dans le cadre du partenariat avec le Festival de Douarnenez, l'association BCD a, par l'entremise de Caroline Trouin, qui est l'ancienne directrice du festival, mis en ligne environ 600 films du festival des années précédentes, des 38 années précédentes du festival. Donc vous pouvez aller jeter un œil dans la caravane. Il y a des projections de films tous les jours de 15h à 19h. Et ensuite, en rentrant chez vous, vous pouvez avoir accès à environ 600 films. Alors certains en intégralité et d'autres, il y aurait juste des bandes annonces ou bien des extraits. Mais pour la plupart, c'est des films en intégralité. Voilà, donc il existe un partenariat entre BCD et le Festival de Douarnenez. C'est dans ce cadre qu'est organisé ce débat. Alors aujourd'hui, nous avons 3 invités. Une 4e invitée était prévue. Il s'agit de Zehra Dogan, qui est une journaliste, mais elle n'a pas pu venir parce qu'elle a été emprisonnée. Elle a été accusée d'activités séditieuses et donc elle a été condamnée sur la foi de témoignages qui disaient qu'elle avait été vue en compagnie d'un autre journaliste qui lui-même avait été condamné. Et par conséquent, elle a été suspectée de capacité à faire des fuites. Et pour cette raison, elle est en prison, donc elle n'a pas pu être présente aujourd'hui parmi nous. Donc les 3 invités qui sont présents, je vais vous les présenter assez brièvement. Gisèle Koch. Donc Gisèle est franco-turque, elle est née en France, et puis elle a entrepris des études de sciences politiques, elle a entrepris une thèse de sciences politiques, et dans le cadre de sa thèse de sciences politiques, dont le titre, ou en tout cas le thème était l'AKP et l'Union européenne, un mariage impossible. Donc elle est partie en Turquie en 2007 finir son doctorat. Donc c'est un doctorat de Sciences Po Paris, non pas de Sciences Po Paris, un doctorat de sciences politiques de Paris à Sorbonne. Et puis elle s'est engagée à l'HDP. Et puis progressivement, de fil en aiguille, eh bien, elle a été amenée à se présenter comme candidate aux élections du 7 juin 2015 à Gaziantep. Elle nous présentera plus longuement son itinéraire, ça fera partie de sa communication. Deuxième invité que je voudrais présenter, c'est Faisal Sarı Yıldız, qui est ici à ma droite. Faisal est ingénieur en génie mécanique. Il était directeur régional d'un institut officiel, donc il était en fait fonctionnaire de l'État turc, jusqu'en 2009, date à laquelle il a été élu conseiller municipal. Et du fait de ses activités en tant que conseiller municipal, au bout d'un mois, il a été emprisonné. Et donc emprisonné pour activités séditieuses. Et tout en restant en prison, donc il a été emprisonné en 2009, et en 2011, il a été élu député, comme d'ailleurs 5 détenus ont ainsi été élus députés, ce qui normalement aurait dû leur permettre de sortir de prison. Il y a l'immunité parlementaire, mais ils ont quand même été maintenus 3 ans et demi en prison par la suite. Donc il n'y a qu'1 an et demi que Faisal est sorti de prison. Et dès qu'il est sorti de prison, eh bien, il a dû se mobiliser, ou il a été mobilisé par un certain nombre d'horreurs dont nous avons entendu parler, et de massacres. Donc en 2014, les massacres de Yézidis, du Mont Shengal. Il est devenu le porte-parole, l'un des porte-paroles ou le porte-parole des Yézidis, puis de la révolution de Rojava, de Kobané. Et il est considéré donc par le gouvernement turc comme particulièrement séditieux. Son immunité parlementaire a été levée et il n'a donc pas la possibilité de rentrer en Turquie, sans quoi il serait immédiatement arrêté. Peut-être que je serai corrigé, j'ai peut-être commis quelque chose à faire. Non, c'est vrai. Ensuite, donc, Engin Soustam. Engin Soustam est maître de conférences en sociologie. Il travaille sur la sociologie politique, sur les mouvements sociaux. Il travaille également sur la politique artistique.
et il a été commissaire d'exposition. Il est signataire de l'appel des universitaires pour la paix, et donc cet appel qui date de janvier 2016, et pour cette raison, il a été démis de ses fonctions, il a été licencié de l'université d'Istanbul où il enseignait. Il a enseigné dans 2 universités, il a été licencié par 2 fois. Et donc, en fait, il a dû quitter l'État turc. Et il est actuellement professeur invité, je crois, à l'université de Genève. Également à l'EHESS, pour ceux qui connaissent, l'école des hautes études en sciences sociales à Paris, et à l'ENS, l'école normale supérieure. Et il est question donc qu'il aille prochainement comme professeur invité également à l'université de Brighton. Engin Sostam est l'auteur de nombreux articles auxquels on peut accéder sur le site que les universitaires connaissent bien, qui est le site Academia. Donc vous tapez academia.edu et vous allez pouvoir accéder à ces articles. Donc certains sont en turc, d'autres sont en anglais, d'autres sont en français. Donc il y a des articles en français auxquels on peut accéder. Il a également publié un ouvrage en langue française qui s'appelle Subalternité kurde et art entre violence et résistance en Turquie. Et puis par ailleurs, donc en dehors de ses travaux scientifiques, Engin écrit de la poésie. Et là, 4 ouvrages de lui vont paraître assez prochainement. Certains sont des ouvrages de sciences politiques ou de sociologie, et d'autres, et il y aura également un ouvrage de poésie. Donc voici nos invités. Bon, ils pourront corriger ma présentation si j'ai commis des erreurs. Et donc nous allons vous présenter un débat donc, sur identité, guerre, qui sera un débat en 3 temps. D'abord une présentation assez large de l'identité kurde. Ensuite, bien, la guerre qui frappe les Kurdes aujourd'hui, ou les guerres, parce qu'il y a plusieurs fronts, comme vous le savez. Et puis enfin, on terminera par le projet de société qui est porté par le mouvement kurde. Donc on commence donc par une vision assez large sur l'identité. Et Engin a accepté, bien que sociologue, de nous faire une petite présentation historique de la question kurde. Ok. Je remercie d'abord toi, Renan, et toutes les membres du Festival de Douarnenez et le peuple breton qui nous a invités ici de parler exactement. Que je disais tout le temps depuis mon arrivée, vous êtes les Kurdes de France, on est les Bretons de Turquie. Voilà. Et donc, il est bien dit, comme vous le savez très bien aussi, que moi, je suis déjà un type très bavard. J'aime parler beaucoup. Je vais essayer de recorser exactement l'histoire des Kurdes, qui c'est pas possible. Bon, depuis la fondation de la République turque, je vais essayer de parler, traiter exactement l'histoire des Kurdes. Qui sont les Kurdes? Bon, je ne veux pas trop rentrer dans l'histoire mythologique des Kurdes qui commence dans la Mésopotamie antique. Déjà, les Kurdes sont une société sans État. Il y a une population entre 40 millions, à peu près, 45 millions, que c'est une estimation. Ce n'est pas un chiffre officiel qui nous a donné, est colonisé et partagé par les 4 pays comme la Turquie, l'Irak, l'Iran, la Syrie, juste après la Première Guerre mondiale. Donc finalement, après cette guerre, la Première Guerre mondiale, la question kurde suscite depuis certaines décennies beaucoup d'incompréhension entre ces États et l'Europe, on dirait. Donc la société kurde abordait la Première Guerre mondiale divisée, décapitée, sans projet collectif pour son avenir, et finalement le traité, que vous le connaissez très bien, le traité international de Sèvres, conclu 10 août 1920, entre les alliés, dont la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Empire ottoman, préconisait dans cette section 3e la création sur une partie du territoire du Kurdistan d'un État kurde, qui n'est pas accepté par la Turquie. Et ce traité resterait cependant lettre morte
le rapport de force sur le terrain empêchant son application. Et donc, on se trouve dans une nouvelle force d'insurrection kurde qui commence depuis 1921 à Kochkiri jusqu'à aujourd'hui. Bon, je fais partie exactement à la communauté de la première révolte kurde qui s'appelle la révolte de Kochkiri à Dersim. Bon, ma famille a parti plutôt, c'est pas moi. Finalement, jusqu'à les années 60, 70 à peu près, il y a une tranquillité de l'espace kurde sur les scènes politiques, qui dans les années 60, 70, les mouvements kurdes, certains mouvements kurdes qui se sont organisés autour des mouvements politiques de la gauche turque aux années 60-70, qui est organisé dans une façon du marxisme. Les mouvements kurdes ont pris une nouvelle politique d'insurrection dans l'espace politique en Turquie. Depuis les années 100, les premières années du mouvement apoïste, on dit aujourd'hui, PKK, Parti des travailleurs du Kurdistan, s'est créé en 1977. Au début, c'était appelé exactement les apoïstes, qui était le leadership Abdullah Öcalan, actuellement dans la prison d'Imralı. Donc, après le coup d'État 1980, la question kurde s'aggrave dans l'espace politique en Turquie. C'est parce que, juste après le coup d'État 80, on voit une lutte armée qui commence, 84, au Kurdistan, en Turquie. Et c'est pour cela que, bon, voilà, je vous donne une brève histoire des Kurdes jusqu'à ici. Je vais arrêter ici, en fait. C'est parce qu'après, on va continuer encore à parler des choses. Voilà. Merci pour cette ponctualité, puisqu'on avait dit que les interventions feraient à peu près 5 minutes à chaque fois pour qu'on parle de tout. Donc, merci beaucoup, Engin. Donc, Gisèle, peut-être tu pourrais nous parler un petit peu de la place des femmes dans cette société kurde. Alors, bonjour à tout le monde aussi. Je vous remercie d'être présent ici pour nous écouter, sachant que l'actualité est très brûlante pour nous. Alors, pour parler de la place de la femme dans la société kurde, c'est vrai que c'est très vaste et dire ça en 5 minutes, c'est pas évident. Je vais reprendre un peu ce qu'a dit Engin quand il dit justement que le combat armé en fait a commencé en 1984. Il faut savoir que la femme kurde a commencé, on va dire, à s'engager à partir de 1990, au début des années. Et elle a été de plus en plus prédominante en fait dans ces combats-là. Elle a trouvé sa place, peut-être au départ parce qu'elle avait des frères qui sont morts au combat, ou leur mari, ou voilà, leurs cousins. Donc elles ont été petit à petit, peut-être que c'était aussi une forme pour elles de s'émanciper, on va dire, au départ, parce que c'est vrai que quand on n'a plus d'école, plus de pères pour aider justement financièrement, on n'a pas beaucoup de choix quand on est dans une telle géographie. Et donc elles s'engagent, on va dire, à partir de 90, et on arrive, on va dire, moi aussi j'essaie de faire bref, sachant qu'elles sont de plus en plus prédominantes dans ce combat armé. Il était totalement normal en fait pour nous qu'une fois que l'HDP arrive, le parti qu'on appelle pro-kurde, ce parti progressiste lui donne sa place à part entière. Et donc en fait, nous on dit que l'HDP est avant tout en fait un parti de femmes. Et on essaie de placer la femme au centre même, on va dire, du discours politique. Et en fait, c'est pas seulement une simple histoire de parité, mais à tous les niveaux, on va dire, de la vie politique, elles sont présentes. Que ce soit, en fait, par exemple, s'il y a une élection, on va dire, municipale, on a un homme. Donc, en fait, c'est le HDP qui va, par exemple, qui va gagner les élections, mais ça sera un homme et une femme obligatoirement qui géreront la ville ensemble, en fait. Donc, il y a les maires et il y a les co-maires. Je préfère le nom de mairesse parce que co-maire, ça fait un peu sexiste. Et même au sein d'un conseil municipal, en fait, il y a aussi un président et une présidente. J'aime bien en fait utiliser les termes de Selahattin Demirtas, qui est en fait le leader politique
du HDP qui est surtout très médiatisé au détriment encore en fait de Figen Yüksekdağ et par les médias. Mais elle est aussi importante que lui en fait dans les décisions au sein du parti et à la télé, en fait, il y a beaucoup de journalistes qui s'obstinent à dire oui, vous avez été en fait à tel endroit avec Figen Yüksekdağ, elle était à côté de vous, et lui s'obstine à chaque fois à dire non, c'est moi qui étais à côté d'elle. Et ça, c'est très important, je pense. Voilà, enfin, est-ce que j'ai encore quelques minutes? Ça va? J'essaie de faire vite et de dire le maximum de choses parce que c'est très important. Pour dire en fait à quel point la femme est importante en fait pour l'HDP, il suffit juste rien que de regarder par exemple le logo de notre parti qui représente en fait les deux mains d'une femme qui sont de couleur en fait mauve et qui embrassent en fait un arbre parce qu'en fait le HDP est un parti progressiste, féministe, écologiste et qui défend aussi la cause des LGBTI, pardon. Et c'est vrai que et kurde bien sûr. Et en fait, ce qui est incroyable en fait pour moi, qui est née en France, c'est que des choses que je n'ai pas pu voir en France, j'ai pu les vivre là-bas dans une zone géographique où le patriarcat était très présent, où les tribus avaient les tribus, les castes avaient un poids prédominant. Et c'est vrai que moi-même, quand j'étais en fait candidate aux élections législatives en fait pour Gaziantep, c'était incroyable le respect, la place qu'on donnait aux femmes. Même si j'étais accompagnée d'une horde d'hommes, c'était d'abord ma parole qui comptait. Il fallait absolument pas qu'on me coupe la parole. Alors que là-bas, la plupart des femmes, jusqu'à, je sais pas moi, jusqu'à 3-4 ans, n'avaient même pas le droit de parler. Et je trouve que c'était une expérience incroyable. Et il y a beaucoup à apprendre, je pense, du HDP, je pense, en France. Voilà, enfin, c'est ce que je peux dire. Et puis après, on en reparlera de toute façon. Voilà. Juste une dernière chose. Notre slogan aussi, en fait, on dit Jin, Jian, Azadi. Jin, ça veut dire la femme, Jian, la vie, Azadi, la liberté. Donc déjà, rien que par le slogan et par le logo, vous pouvez comprendre la place qu'on donne à la femme, parce qu'on pense qu'aucune liberté n'est possible sans la femme qui est... voilà, c'est pas grâce, en fait, obligatoirement, enfin, on dit que... c'est toujours, l'homme, il y a toujours une femme derrière un homme. On n'est pas du tout d'accord. C'est main dans la main qu'en fait la réussite est possible dans une nouvelle société. Voilà. Merci beaucoup. Faisal Sarı Yıldız, donc si vous voulez bien nous faire une présentation, si tu veux bien nous faire une présentation globale de l'identité kurde. Là aussi, c'est très difficile aujourd'hui, en la présentant bien sûr dans le contexte turc, puisque c'est des peuples de Turquie que nous parlons au festival, mais en même temps, en la présentant vraiment dans sa globalité, c'est-à-dire que la question kurde, c'est une question qui transcende les frontières. Donc si tu peux nous présenter un petit peu les différentes caractéristiques de l'identité kurde contemporaine. Merhaba arkadaşlar, merhaba dostlar. Bonjour les amis. Öncelikle samimiyetiniz ve sıcaklığınız için teşekkür ederim. Pour commencer, je tiens à vous remercier tous pour votre chaleur et votre sincérité. Şu an savaşların kavurduğu dünyanın en fazla bu ruha, bu sıcaklığa, samimiyete ihtiyacı var. À l'heure actuelle, le monde dévasté par les guerres a cruellement besoin de cet état d'esprit. Yine konuşmama geçmeden önce dün depremde İtalya'da yaşamını yitiren 241 insanı ve Antep'te bir DAEŞ çetesi üzerinden kendini patlatmasıyla yaşamını yitiren 54 Kürt çocuğunu anarak başlamak istiyorum. Avant de développer mon propos, je tiens à saluer la mémoire des victimes du tremblement de terre qui a eu lieu en Italie hier, ainsi que les 54 jeunes morts, kurdes morts au cours d'un attentat à la bombe humaine commis dans la ville d'Antep. Bunlardan ilki doğal afetti, belki yapacak bir şey yoktu ama ikincisi insan eliyle yapıldı, büyük bir felaketti. Ölenlerin hepsi çocuktu. Dans le premier cas, il s'agit d'une catastrophe naturelle, par conséquent inévitable. En revanche, la deuxième était une catastrophe de la main de l'homme, d'autant plus grave que la plupart des victimes étaient des enfants.
Katliamı gerçekleştiren bir IŞİD militanıydı, çocuktu ama biz onların Antep'te varlığını 2 yıldır sürekli söylüyoruz hükümete ve örgütlenmelerini, açıkça örgütlenmelerini hep söyledik ama önüne geçilemedi. L'attentat a été commis par une bombe humaine qui était en l'occurrence un enfant. Cela dit, depuis 2 ans déjà, en tant que HTP, nous attirons en vain l'attention du gouvernement sur le fait que Daesh est très solidement implanté et organisé dans la ville d'Antep. Kürt Siyasal Hareketi Antep katliamının hemen akabinde bir açıklama yaptı. Dedi ki Türkiye bunu Suriye müdahale etmenin gerekçesi olarak kullanmak için yaptı dedi. Le mouvement politique kurde a fait une déclaration aussitôt après l'attentat commis à Antep afin d'attirer l'attention sur le fait que le gouvernement turc allait se servir de cet événement pour en faire un prétexte pour entrer militairement en Syrie. Ve bu değerlendirme üzerinden çok geçmedi. Hemen ertesi gün yani dün sabah saatlerinde Türkiye Suriye'ye müdahale etti. Oradaki bir kenti işgal etti. Et de fait, depuis hier matin, les forces turques ayant pénétré en Syrie viennent d'envahir une ville syrienne. Düşünebiliyor musunuz? Bir Kürtlerin başka bir yerdeki statüsüne müdahale etmek için kendi içindeki muhalif Kürtleri katletmekten imtina etmeyen bir siyasal akıldan söz ediyorum. Rendez-vous compte, nous avons affaire à une mentalité politique qui, pour aller restreindre les droits des Kurdes d'ailleurs, n'hésite pas à massacrer les Kurdes qui sont les citoyens de son propre État. Bir taşla iki kuş vurmaya çalışıyorlar ama ikisi de Kürtlerin katliamı pahasına gerçekleşiyor. Et ils essaient de faire d'une pierre deux coups, mais cela s'est fait au prix en réalité de massacres dont les victimes sont exclusivement kurdes. Engin Hocam kısaca Kürt kimliğini, Kürtlerin yakın tarih serüvenini paylaştı sizinle. Ben de tek bir cümleyle aslında bu bölüme katkı yapmak isterim. Vous venez d'avoir une présentation historique du peuple kurde. Moi-même, je vais présenter. Tek bir cümle onu söyleyeceğim. J'aurais juste une phrase complémentaire à dire par rapport à cela. Şu an Kürtler yeryüzünde henüz tamamıyla asimile olmamış. Birinci paylaşım savaşında 4 parçaya bölünmüş. À l'heure actuelle, dans le monde, les Kurdes sont une population non assimilée, depuis, bien qu'ayant été divisée en 4 au cours de la Première Guerre mondiale. Postmodern dönemde asimilasyon politikalarına karşı can çekişen bir halk. Donc c'est un peuple en souffrance à cause des politiques assimilationnistes de l'époque postmoderne. Ama ben şu an hem Kürdistan'daki hem Kürdistan'ın merkezinde olduğu Orta Doğu'daki savaşı Kürtlerle başka halklar arasındaki savaş olarak basitçe tanımlamak istemem. Cela étant dit, je ne tiens pas à formuler la guerre dont le théâtre principal est le Kurdistan et d'une manière générale les guerres du Moyen-Orient comme des guerres qui opposent le peuple kurde à d'autres peuples du Moyen-Orient. Doğrudur bir savaş var ama sadece öyle tanımlamak biraz basitlik olur. Fotoğrafın tümünü görememek olur. Il est vrai qu'il y a une guerre, mais en donner une telle définition serait par trop simpliste. Il est nécessaire d'élargir le cadre. Aslında şu an Kürdistan merkezinde bulunduğu Orta Doğu'daki savaşın ve tüm dünyayı ilgilendiren, tüm dünya ülkelerinin bir tarafı olduğu savaşın temel nedeni En fait, la guerre actuelle dont le centre est le Kurdistan et qui implique et concerne l'ensemble des pays du monde a une raison. iki siyasal çizgi, iki paradigma arasındaki mücadeledir. Il s'agit d'une lutte entre deux lignes politiques et deux paradigmes différents. Bir tarafta 100 yıllık klasik egemenlikçi, despotik idarelerce yönetilen sistem, diğer tarafta ise D'un côté, il y a le système de l'État-nation despotique qui a un passé de 100 ans. Kürtlerin modern mücadeleleriyle öncülüğünü yaptığı, eşitlikçi, özgürlükçü, hem doğanın hem kadının hem diğer tüm toplumsal kesimlerin eşitliğinin mücadelesini veren bir hareket, bir siyasal yaklaşım, paradigma var. De l'autre, il s'agit d'un paradigme moderne dont les Kurdes sont les pionniers et qui a la particularité d'être à la fois égalitaire,
féministe, écologique et démocratique. Kürt siyasal hareketi salt ulusal bir hareket olarak ya da salt sınıfsal bir hareket olarak tanımlansa eksik kalır. Le mouvement politique turc, si on définit le mouvement politique kurde comme étant un mouvement national ou féministe, cette définition serait incomplète. Aynı zamanda ekolojist bir hareket, feminist bir hareket, anarşist bir hareket ve tüm canlıların bir arada eşit özgür yaşamasını mücadelesini veren bir hareket. C'est un mouvement tout à la fois écologiste, féministe et anarchiste et qui a pour but final et objectif principal la cohabitation de l'ensemble des êtres vivants. Biliyorum bu büyük bir iddia ama bu iddia Rojava'da gerçekleşmeye başladı. Je sais que cela peut paraître extrêmement prétentieux, mais il se trouve que cette prétention a commencé à prendre vie à Rojava. Rojava'ya karşı bu hazımsızlık, bu aslında müdahale bununla ilgili. Faisal, peut-être on parlera de Rojava tout à l'heure, dans la troisième partie. Et là, puisque tu as commencé à parler de la guerre et que tout le monde ne connaît pas la situation de guerre qui sévit à l'heure actuelle, peut-être qu'on pourrait passer, tu gardes le micro, peut-être qu'on pourrait passer à cette deuxième partie. On va passer à cette deuxième partie vraiment sur la guerre. Donc laisser la parole à Faisal et vraiment décrire ce que c'est que cet état de guerre concrètement. Evet, ben bir analiz yapmayacağım. Ben sadece tanıklıklarımı, son 5-6 ayda tanık olduğum gerçek hikayeleri aktarmaya çalışacağım. Je ne vais pas me lancer dans une analyse. Moi, je suis là pour vous livrer mon propre témoignage, et en l'occurrence, ce dont j'ai été directement témoin au cours de 5 à 6 derniers mois. 2 aydır aralıksız bir şekilde Avrupa'dayım ve neredeyse Avrupa'nın tüm kentlerini dolaştım. Depuis 2 mois, sans interruption, je suis en Europe et je me suis rendu dans pratiquement toutes les villes européennes. Çünkü benim yaşadığım coğrafyada insanlığa karşı büyük suçlar işlendi. Car dans la zone géographique où j'habite, de grands crimes contre l'humanité viennent d'être commis. Büyük günahlar işlendi. On peut même aller jusqu'à dire qu'on a commis de graves péchés. Yanlış hatırlamıyorsam Martin Luther King şunu diyordu. Diyordu bir insana karşı işlenen bir insanlık suçu tüm insanlığa karşı işlenmiş sayılır. O nedenle tüm insanlığın buna karşı durması gerekiyor. Si ma mémoire est bonne, c'est Martin Luther King qui disait que si on commet un crime contre l'humanité, ne serait-ce contre un seul être humain, ce crime devrait être considéré comme ayant été commis contre l'humanité tout entière. Evet, Kürdistan'da hepimize karşı büyük suçlar işlendi. Çünkü orada insanlık değerleri ayaklar altına alındı. Effectivement, des crimes graves ont été commis dans le Kurdistan contre nous tous, où les valeurs les plus fondamentales de l'humanité ont été foulées sous le pied. Evet, insanlar canlı canlı yakıldı. Hem de onlar halinde 150'nin üzerinde insan bir arada yakıldı. On a brûlé vifs des êtres humains par dizaines. En tout, plus de 150 personnes ont été brûlées vives. Bu sadece Kürtlerin sorunu değil ki, bu insanlığa karşı işlenmiş bir suç. Ce problème ne concerne pas que les Kurdes, il s'agit d'un crime commis contre l'humanité. Tüm insanlık oradaki vahşetle yüzleşmezse, hesabını sormaz ise artık hiçbirinize, dünyada yaşayan hiçbir canlıya huzur olmayacaktır. Çünkü işlenen büyük bir günah. Si l'humanité tout entière ne se mobilise pas pour faire la lumière sur ce crime et pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus, il n'y aura plus un seul être vivant au-delà des êtres humains, il n'y aura plus un seul être vivant sur Terre dont on peut dire qu'il est en sécurité. İnsanlık bu kara lekeyle yaşayamaz. Hemen ben onu açmaya çalışayım. Ne oldu orada? L'humanité ne peut pas vivre avec une telle tache noire sur la conscience. Cizre'nin de içerisinde olduğu onun üzerinde Kürdistan kenti geride bıraktığımız 6 ay içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümeti AKP tarafından onun talimatıyla yerle bir edildi. Au cours de ces 6 derniers mois, plus de 2 villes kurdes, dont la ville de Cizre, ont été rasées par l'armée turque sur les ordres du gouvernement actuel de l'AKP. Cumhuriyet tarihinde ilk kez kentlere tanklar, toplar indi. Kentler uçaklarla bombalandı. Evet, Nusaybin uçaklarla bombalandı.
Pour la première fois dans l'histoire de la République turque, on a vu des chars et des canons dans les rues des villes, et des villes ont été bombardées par des avions de guerre. En l'occurrence, il s'agit de la ville de Nusaybin. İspanya'da Guernica'da olduğu gibi, İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya ve Fransa'nın kimi kentlerinde olduğu gibi, Şam'da, Halep'te olduğu gibi, Kobane'de olduğu gibi 10 tane Kürt kenti, Türkiye'deki 10 tane Kürt kenti yerle bir edildi. Comme cela se produit en Espagne, à la ville de Guernica, durant la guerre civile espagnole, durant la Deuxième Guerre mondiale, dans différentes villes européennes, plus de 10 villes kurdes, avec des populations majoritairement civiles, ont été rasées. İşte savaştır bunlar olur diyebilirsiniz ama bunların ötesinde insanlar diri diri yakıldı. On pourrait se dire que de telles choses arrivent en temps de guerre, mais au-delà, il y a des gens, des êtres humains qui ont été brûlés vifs. Belki hatırlarsınız 2003 yılında dünyanın birçok yerinde, belki aranızda da gidenler var. Bağdat'a orada halka karşı katliamın yapılmaması için canlı kalkan olmaya giden insanlar vardı. Vous vous souvenez probablement qu'en 2003, des personnes du monde entier s'étaient rendues à Bagdad en tant que bouclier humain pour protéger les populations civiles. Et si se trouve parmi vous, il y a des personnes qui ont fait cela. İşte onlar gibi Türkiye'nin içinden de birçok üniversiteden, birçok çevreden 150'nin üzerinde genç Cizre'ye aktı. De la même manière, plus de 150 jeunes de différentes villes et de différents milieux se sont rendus dans la ville de Cizre pour protéger la population civile. Cizre kuşatıldığında bu 150'ye yakın insan 3 ayrı adreste mahsur kaldı. Quand la ville de Cizre a été assiégée par l'armée turque, ces 150 personnes se sont retrouvées enfermées à 3 adresses différentes. Mahsur kaldıklarında yarısına yakını zaten yaralıydı. Et au moment où c'est arrivé, la moitié d'entre eux avaient été blessés par balle. Benimle görüştüler. Ben milletvekiliydim. Aramızda sadece 300 metre vardı ama yanlarına gidemiyordum. Çünkü aramızda bir sürü zırhlı araç vardı. Ils m'ont appelé en tant que député. Je n'étais qu'à 300 mètres d'eux, mais il m'était impossible de me rendre auprès d'eux. Nous étions séparés par des chars. Birkaç gün önce ben denemiştim. Belki takip edeniniz vardır. 40 kişiyle o yaraları almaya giderken yolda tarandık. 40 kişinin 20'si yere düştü. Yanı başımda 2 insan hemen orada öldü. Comme certains d'entre vous le savent probablement, moi-même j'ai essayé avec 40 à 50 compagnons de me rendre auprès d'eux pour leur porter aide. Nous avons été mitraillés par l'armée turque et j'ai vu des gens mourir auprès de moi. Yanı başımda ölen 2 kişiden birinin 8 çocuğu vardı, birinin 6 çocuğu vardı. 50 yaşlarında 2 kişi. Akşam haberlerinde devlet şöyle dedi, devlet kanalları. Birinin 8, birinin 6 çocuğu vardı. Deux hommes d'une cinquantaine d'années qui sont morts à mes côtés. L'un était père de 8 enfants et l'autre de 6. Evet, devlete bağlı haber kanallarında şu geçti. Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız teröristleri kurtarmaya çalışırken kuşatıldı ve 2 terörist öldürüldü. Faysal Sarıyıldız da mahsur kaldı. Et voilà la version qu'on a donnée les médias officiels à la botte du gouvernement. 2 teröristi kurtarmaya çalışırken ve Alors que le député de Şırnak, Faysal Sarıyıldız, cherchait à porter secours aux terroristes, on a tué 2 terroristes qui étaient à ses côtés. ertesi günde artık ülkenin cumhurbaşkanı utanmadan şunu demeye başladı. HDP milletvekili tabutlarla silah taşıyor. Le lendemain, le président de la République a eu le culot de dire que ce député du HDP se livrait à une contrebande d'armes en les dissimulant dans des cercueils. Düşünebiliyor musunuz? Orada yanı başımızda arkadaşlarımızı öldürdüler. O arkadaşlar tabuta onlar koydular. Hastaneye onlar götürdü. Bir tabutun içerisine sadece bir tabanca, küçük bir tabanca bırakılmış ve servis edildi o. En fait, c'est l'État lui-même qui a mis les cadavres de nos compagnons morts dans des cercueils en dissimulant un petit pistolet dans un des cercueils en question. Et c'est ça qui est le point de départ de ce mensonge médiatique. Algı yönetimi yapmak için çok güzel bir kurguydu gerçekten. Yani bir vekil tabutlarla silah taşıyor. Çok korkunç bir şey. Ben dahi korktum.
Il s'agit d'un scénario extrêmement, particulièrement bien ficelé en termes de manipulation de l'opinion publique, puisqu'on y voit un député qui dissimule des armes dans des cercueils. Moi-même, j'aurais pris peur. Oysa devlet Cizre'ye onlarca kamyonla silah taşımıştı. Alors que, en fait, l'État a colporté des armes avec des camions par dizaines dans la ville de Cizre. Evet, iktidarlar, egemenler halkı böyle manipüle ediyor ve hepsini korkuyla yönetiyor, bir araya getiriyor. Şu an bizim yaşadığımız bu. Darbede bunu yine gördük. C'est ainsi que les pouvoirs et les puissants manipulent les populations et les peuples en leur faisant peur. Ben burada bırakayım şimdilik ama halkımız direniyor. Je vais en rester là pour le moment, mais je tiens à dire que notre peuple résiste. Donc, merci beaucoup. L'importance du témoignage est grande pour nous permettre de connaître ce qui échappe parfois à nos médias, des questions qui ne nous sont pas toujours présentées non plus avec la plus grande impartialité, mais dont on voit que dans le cadre de l'État turc, elles sont déformées, dans le cadre donc d'une démarche de propagande, d'une démarche de stratégie. Et c'est le point suivant qu'on va aborder, c'est-à-dire la politique de la guerre. Hein, après le témoignage sur la guerre, après ce que nous a expliqué Faisal sur concrètement ce que ça peut être, eh bien, donc je vais demander à Engin de bien vouloir nous présenter la politique de la guerre. Ben, ce qu'il a parlé exactement son témoignage par rapport à la guerre, cette expérience est plus efficace que je pense que notre parler, mais je vais essayer de continuer. Il ne faut jamais oublier que la Turquie, un pays comme la Turquie, qu'on connaît pas du tout en fait la suite, l'oppression, la guerre, le coup d'État, la théorie du complot, et puis maintenant l'intervention militaire en Syrie. Donc finalement, la Turquie, depuis la fondation de la République, depuis 1921-23, reste toujours sur la ligne du système génocidaire. Et avant cela, on connaît très bien déjà la génocide arménien en 1915, depuis cela, cette République et son héritage esthétique combinent toute la violence sociale, politique, esthétique dans la même peau. Bon, finalement, quand on parle de la guerre en Turquie, il ne faut jamais oublier son histoire qui est comblée par cette violence et par ce système génocidaire, qui a sa continue contre les Kurdes, contre les Alevis, même, il faut le dire, contre les femmes et contre les jeunes d'opposants et LGBTIQ en Turquie, voilà, au Kurdistan aussi. Ben, finalement, bon, ce n'est pas que le Kurde qui supporte exactement cette violence, les opposants de tout en entier en fait, du pays qui supportent cette violence, ce langage agressif, patriarcal de l'État-nation plutôt en Turquie. On dirait qu'il s'agit exactement d'un pays qui se dirige par une maladie hystérique contagieuse de la guerre, de la violence et du coup d'État. Enfin, vous savez très bien l'histoire, ce qui se passait depuis l'été dernier, le 7 juin, l'élection nationale officielle en Turquie, que le gouvernement d'Erdogan d'AKP a fait, que selon moi, un coup d'État civil pour régner exactement le social en Turquie, pour mettre l'oppression totale contre les opposants, sont des Kurdes alevis, les Arméniens, les LGBT, surtout les femmes et les enfants. Bon, il me semble qu'en fait, de nouvelles données après ce coup d'État militaire raté, on est dans une société ou dans un système ou régime qui oblige à voir les autres choses en Turquie. Ben, c'est-à-dire que la pratique de coup d'État raté donne une occasion au gouvernement, par exemple, d'Erdogan, régner la société et supprimer ses adversaires dans l'espace politique. Sont qui? Le mouvement politique kurde et les femmes,
les LGBTI et surtout tout en entière de toutes les positions du mouvement politique de gauche, de la gauche en Turquie. Alors, on voit en fait une politique de guerre qui se dirigeait par le discours d'Erdogan dans son désir imaginaire sultanat. Donc finalement, cela montre que la rupture des processus constitutionnels en Turquie et de la paix, qui ont signé exactement cette pétition des les Universitaires pour la paix, a donné en fait une force armement, une fatalité gouvernementale d'AKP dans l'espace politique en Turquie, que malgré la volonté du peuple kurde, des opposants, la Turquie est très loin d'en avoir exactement terminé avec le phénomène autocratique d'Erdogan qui dirige le pays. Le usta, on dit en turc, le chef éternel, comme Atatürk, on est dans un état d'une Turquie qui se trouve avec les nationalistes, extrêmes nationalistes et islamo-fascistes dans la même peau. Bon, finalement, depuis l'été dernier, on est clairement du coup d'état civil au coup d'état militaire arrêté. Bon, finalement, c'est-à-dire qu'il y a un pays qui se dirigeait dans ce système, dans ce langage agressif de coup d'état, de violence de guerre, et mettre en risque la société en Turquie et aussi polarise la société entre eux. Qu'on voit exactement en campagne lynchage contre les Kurdes depuis l'insurrection qui se trouve au Kurdistan. Moi, selon moi, en fait, plutôt, ce système de coup d'État et aussi ce système de violence de guerre se ressemble trop au pouvoir du nazisme en Allemagne entre 1927 et 1933. Vous vous rappelez, vous le connaissez très bien, en fait, à l'époque, le Troisième Reich, le pouvoir du Troisième Reich a fait un coup d'État juste après de l'incendie de Reichstag que Hitler voulait exactement contrôler toute la société dans un désir pro-fasciste qui dérivait exactement la société allemande à l'époque contre les Juifs, qu'on a vu le résultat. Et finalement, selon moi, Erdogan et son système gouvernemental qui pousse exactement dans une domination masculine, patriarcale, aussi biopolitique au Moyen-Orient, qui essaie de totalement diviser la société en Turquie, raser tout le dialogue de la paix possible, que après cela, j'arrive pas à imaginer que on peut retourner exactement sur sur le processus de la paix. C'est parce que là aujourd'hui, depuis plusieurs choses ce qui s'est passé, chaque jour qu'on voit dans l'info en Turquie, ça m'inquiète trop en fait, ça me craint. Donc je suis pessimiste dans la politique. Je ne suis pas très positif en fait sur l'avenir de la Turquie, qui on n'était jamais en fait été positif déjà dans l'histoire de la Turquie. Qui moi j'ai observé depuis une semaine ici par exemple, que j'ai observé depuis quelques années. Quand il y avait quelque chose sur la Turquie, on parlait tout le temps d'un pays très agressif, d'un pays qui divise le social, d'un pays qui totalement polarise la société. Et donc finalement, on a trouvé une nouvelle Turquie d'Erdogan qui est totalitaire et autoritaire. Merci beaucoup, Engin. Donc, après le témoignage bouleversant, glaçant même de Faisal Sarı Yıldız, tu nous présentes une analyse de la guerre et du coup d'État comme système, un système de coup d'État, un système de guerre, et tu nous expliques ton pessimisme par rapport à ça. Néanmoins, avant le débat, on a eu l'occasion de discuter et je te demandais quels étaient tes motifs d'espoir. Et tu me disais que le motif d'espoir, c'est la... Il y a toujours la résistance, sûr et certain. C'est la résistance. Les Kurdes sont têtus. Voilà. Moi, je suis têtu aussi contre le gouvernement.
Mais le problème, c'est pas que la résistance. Depuis, par exemple, la résistance au Gezi, on s'est trouvé vraiment en Turquie dans une politique très agressive. On n'arrive pas à s'en sortir exactement de cette agressivité masculine. C'est ça qui est le problème que pose pour nous, de imaginer en fait, entre guillemets, une nouvelle sorte de révolution, une nouvelle sorte de dynamique révolutionnisée, que selon moi, vraiment, c'est une utopie qu'on a parlé avec toi. Voilà. Et une particularité du mouvement de résistance kurde, vous le savez, c'est la part des femmes, hein, le rôle des femmes dans la guérilla, dans la résistance. Et donc Gisèle Koch, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qui amène les femmes à s'engager comme elles le font dans les différents mouvements de résistance et de guérilla kurdes, s'il te plaît? On reste toujours dans le cadre de la guerre, hein. On parlera du projet de société après. Alors en fait, pourquoi les femmes s'engagent dans la guerre? Tout à l'heure, j'avais donné un semblant en fait de réponse. C'est vrai que dans la société turque ou dans la société qui se dit moderne, surtout en Turquie, il y a très peu de place en fait pour la femme. Et pour certaines, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est une volonté peut-être de s'émanciper et de prendre son destin en main et de décider elle aussi pour l'avenir de son pays et de son identité. Et malheureusement ou heureusement, l'actualité en fait récente, notamment en fait la résistance qui a lieu à Kobané, a montré que la plupart des femmes en fait qui s'étaient engagées dans la guerre l'ont fait parce qu'elles n'avaient pas vraiment de choix. C'est vrai qu'il y a eu énormément de soutien, d'associations caritatives qui ont essayé d'aider en fait les femmes qui se trouvaient là-bas. Malheureusement, les Kurdes ont dû faire face à des massacres assez importants. Il ne faut pas oublier aussi en fait, une communauté qu'on appelle les Yézidis, en fait, qui n'ont pas été, tous les chrétiens d'Orient aussi, qui ont été complètement massacrés dans cette zone, on va dire, de Syrie. Et c'est vrai que les femmes commençaient à pousser un cri d'alarme en disant bon, c'est bien beau de nous ramener de la farine, du lait et autre chose, mais nous, maintenant, on a besoin de se défendre et nous sommes obligés de... En fait, c'est toute une raison d'autodéfense, en fait. Ce n'était pas obligatoirement dans un sentiment belliqueux de vouloir faire la guerre. Et elles ont été obligées, on va dire, de se défendre. Et c'est vrai que peut-être que vous avez eu l'occasion de voir des films, notamment dans ce festival, qui expliquent un peu la vie qu'elles mènent. Et nous, en fait, au sein du HDP, quand on a commencé avec beaucoup d'espoir, en fait, toute cette campagne électorale, en espérant qu'une paix serait possible, et on y a vraiment cru. On continue à y croire, mais sûrement pas de la manière qu'Erdogan veut que cela se fasse. Et vous avez dû voir justement ces femmes, le courage qu'elles ont et la détermination qu'elles ont. Et c'est vrai que c'est elles qui nous donnent cet espoir-là. Comme je disais, en fait, nous, quand on allait rencontrer les gens, et c'est vrai que moi-même, alors que à la base je suis juriste, et on va dire dans l'imaginaire en fait d'un Turc de base, même si j'aime pas généraliser comme ça, le HDP égale obligatoirement PKK. Et donc pour eux, on est de toute façon des terroristes. Mais nous, en fait, on s'obstinait à dire, et moi j'avais encore plus peut-être de légitimité, parce que moi-même, je suis une femme, je suis maman aussi, et on disait que de toute façon, que ce soit d'un côté ou d'un autre, que ce soit l'armée turque ou que ce soit la guérilla, de toute façon, ce sont nos enfants, en fait. C'est des citoyens, on va dire, de la République turque qui meurent des deux côtés, en fait. Et il était nécessaire que cette paix soit établie pour qu'on évite, justement, nous, notre intérêt, ce n'est pas, par rapport à la cause kurde, que de jeunes femmes ou de jeunes hommes montent dans le maquis et s'entretuent. Il y a eu énormément de cas où l'armée, vous savez, le service militaire est obligatoire en Turquie, où il y avait des frères et sœurs qui se trouvaient nez à nez. L'un était d'un côté et l'autre d'un côté. Donc vous imaginez en fait à quel point c'est une gangrène au niveau de la société turque. Et quelque part, on n'a pas arrêté de dire, un de nos slogans, c'était İnadına barış. Quoi qu'il arrive, nous souhaitons la paix. Kardeşçe, en fait, on disait de manière fraternelle, parce que nous sommes des frères, nous avons vécu sur le même territoire, nous avons des histoires communes, même si on a une culture, une langue différente, mais il y a des mariages mixtes, des Turcs et des Kurdes qui se marient, des Alevis et des Sunnis qui se marient, et en fait, ce n'est pas possible de dissocier cette société. Donc c'est pour ça que nous, notre but, c'était effectivement la paix, et
bizarrement, c'est nous qui sommes accusés, on va dire, de ramener, on va dire, le chaos. Il faut savoir, en fait, pour reprendre, enfin, pour compléter ce que disaient Engin et Faisal, effectivement, en fait, le processus de guerre a vraiment été, enfin, ça avait un peu commencé déjà avant. On a eu énormément lors de la période électorale de notre campagne, il y a eu énormément de bureaux ou de sections en fait du HDP qui ont complètement été saccagées. C'était pas des conditions très faciles, même s'il y a eu des observateurs en fait d'Europe qui sont venus voir un peu comment ça se passait. En tant que membre du HDP, c'était pas facile, on va dire, de faire de la politique, mais c'était encore moins facile en tant que femme. Et parce que malheureusement, dans une société où la violence prédomine, où dès le plus jeune âge, un jeune homme en fait, va s'intégrer à la société par le service militaire à l'âge de 18 ans, une fois qu'il a fait une partie de ses études, et il comprend qu'en fait la seule chose, l'usage de la force et une manière de dominer, c'est vrai qu'il fait ça entre 18 et 20 ans, donc c'est une sacrée école, l'école militaire. Et il revient à la maison, et au bout d'1 an, 2 ans, en général, il va se marier. Et malheureusement, on voit que justement, cette violence qu'il a appris, qu'il a intégrée, elle se répercute aussi sur sa femme. Donc c'est pour ça qu'on est aussi un mouvement antimilitaire, même si ça peut sembler paradoxal, parce qu'on pense qu'en fait, c'est une autodéfense à la base. J'essaie de résumer, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ce que je voudrais dire surtout pour honorer en fait ces femmes-là, ces filles qui s'engagent, et des fois elles ont 16 ans, 17 ans, au prix de leur vie. Je pense qu'en fait, ces filles-là sont en fait toute l'humanité. Et comme disait tout à l'heure Faisal, quand il parlait de la référence qu'il a fait à Martin Luther King, tuer quelqu'un, c'est tuer toute l'humanité. Mais laisser faire en fait les crimes qu'il y a actuellement, c'est aussi, ça concerne toute l'humanité. Et c'est pour ça que je dis qu'elles sont toute l'humanité qui résiste aux ténèbres. C'est en fait la confrontation de deux mondes. Un monde patriarcal qui, entre guillemets, utilise la religion pour mieux dominer l'homme et surtout la femme, encore une fois. Et elles défendent leur vie, elles défendent leur famille, elles défendent leur pays au prix de leur vie. Et ce que je peux dire aussi, c'est qu'elles sont le seul rempart, en fait, contre l'avancée de l'EI. Et quelque part, elles nous défendent tous. Et non pas contre un islam fantasmé qui ne représente pas Daesh, mais contre le gangstérisme le plus barbare que l'on peut voir. Moi, je vais peut-être donner juste un bémol, parce que c'est vrai que pour moi, ce que je disais déjà avant, le fait d'avoir cette double culture, le fait d'être franco-turc, voire franco-kurde, c'est très difficile pour moi quand je suis revenue, en fait, il y a 3 mois, en France, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, je suis juriste, j'ai été élevée, j'ai cru à la liberté, égalité, fraternité. Et quand je vois, on va dire, ce silence assourdissant de la communauté internationale, de l'Union européenne, voire, l'approbation en disant qu'en fait, Erdogan a le droit, en fait, de lutter contre le terrorisme. Et quand on parle de terrorisme, c'est raser, comme disait Faisal, toute une ville avec ses habitants, où il y a des civils. C'est comme si vous imaginez, nous on habite, je ne sais pas moi, on est à Paris ou Douarnenez, et on sait qu'il y a une partie de Marseille qui est rasée, et on trouve ça tout à fait normal, alors que c'est au sein même de notre pays et au sein même d'un territoire, et personne ne fait rien. À Istanbul, la fête continue, mais on a nos compatriotes qui sont en train de se faire tuer, et c'est tout à fait normal. C'est quand même assez invraisemblable. Et comme le bémol que je vais dire, c'est comment on peut penser que la prétendue coalition, en fait, et ses membres qui partagent et qui partageront encore peut-être pendant longtemps des intérêts stratégiques, politiques, économiques, défendent vraiment les Kurdes et se battent vraiment contre l'État islamique. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Gisèle Gotch, tu nous parlais de la vie qui s'oppose aux ténèbres. Et donc, en troisième et dernière partie de cette table ronde, et avant de passer au débat, je pense que le moment est venu de parler de ce projet de vie, de ce projet de société
que porte le mouvement kurde, que porte la résistance kurde. Et tout à l'heure, Faisal Sarı Yıldız évoquait un petit peu la révolution du Rojava. C'est un petit peu le Kiapas kurde. C'est pas toujours très bien connu chez nous. Donc je pense que ce serait l'occasion peut-être de nous présenter cette révolution du Rojava. Aslında Rojava'da olup bitenler ve dış güçlerin, uluslararası güçlerin müdahalelerinin karakteri anlaşılırsa tüm dünyadaki sorunlar anlaşılmış olur. Si on comprend ce qui se passe à Rojava et notamment la nature exacte des interventions internationales qui ont lieu dans cette région, ça permettra d'avoir des clés pour résoudre des problèmes qui concernent le monde tout entier. Orta Doğu'yu kasıp kavuran karanlığa karşı Rojava aslında bir aydınlanma hareketi, bir rönesans. En fait, face aux ténèbres qui ravagent le Moyen-Orient, Rojava représente une source de lumière, une renaissance. Ama doğru olanı sadece göstermiyor, sadece söylemiyor, uyguluyor. Fedai bir ruhla uyguluyor. Rojava ne fait pas que montrer ce qui est juste, ce qu'il faut faire, ce qui est juste, mais elle le fait concrètement et au prix de sacrifices. Ve biz her gün mucizevi bir sonuçla karşı karşıya geliyoruz. Et tous les jours, nous nous retrouvons face à un résultat miraculeux. Mesela uluslararası çelişkiler nedeniyle birçok ülkenin desteklediği, kimisinin Erdoğan gibi açık bir şekilde desteklediği IŞİD çetesi, İran neredeyse yarısını ve Suriye'nin yarısını işgal etmişti. Par exemple, les bandes de l'EI, l'État islamique, soutenues indirectement par de nombreux pays, directement par des puissants tels que Erdogan. Hepsi işgal edilmişti ama Donc ces bandes de l'EI avaient envahi, assiégé Rojava. ama Rojava'da direnen birkaç bin genç karşısında kırıldılar, yenildiler. Mais cette vague a fini par se casser face à la résistance de quelques milliers de jeunes Kurdes. Ils ont été vaincus. Şu an Rojava'da sadece belki Kürtler ağırlıktadır ama sadece Kürt gençleri direnmiyor orada. En fait, à l'heure actuelle, à Rojava, il se peut que les Kurdes soient majoritaires, mais il n'y a pas que de jeunes Kurdes qui y résistent. Mesela 2 hafta önce Almanya'daydım. Oraya Rojava'da yaşamını yitiren bir savaşçının cenazesi geldi. Bir hafta sonra Britanya'ya gittim. Londra'ya da aynı hafta bir cenaze geldi. Par exemple, il y a 2 semaines, j'étais en Allemagne et en fait, on a rapatrié le corps de quelqu'un qui était mort à Rojava et j'ai fait la même expérience par la suite en Grande-Bretagne. Aynı günlerde Amerika ve Avustralya'da yaya da birer cenaze gitti. De même, des corps donc, de citoyens de ces pays ont été rapatriés aux États-Unis et en Australie. Rojava'da bambaşka bir ruh var. À Rojava, il y a un esprit incomparable qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Samimiyetle söyleyeyim, burayı görünce işte farklı yaşam tercihleri olan, farklı kültürel gerçekliklerden gelen insanları bir arada böyle komünal bir yaşamı kurmalarını gördükçe Rojava geliyor aklıma. Très sincèrement, quand je vois ici comment on arrive à mettre en place une vie qu'on peut qualifier de communautaire, avec toutes les différences, toutes les sensibilités divergentes, etc., cela me fait penser à Rojava. Rojava temel motivasyonu dincilik ve ırkçılık olan Orta Doğu'daki ulus devlet sistemine karşı gelişen toplumcu bir sistem. Rojava représente un système social qui est à l'opposé de l'État-nation, avec l'État-nation dans le cadre du Moyen-Orient, avec ce que cela suppose d'intégrisme, de manipulation de la religion et de racisme. Farklı kültürel çevrelerden, farklı toplumsal çevrelerden, farklı yaşam tercihlerinden oluşan insanlar bir araya gelerek orada omuz omuza, belki İspanya, Franco dönemi İspanya'sını da aşan, o zaman da dünyanın birçok yeri, Avrupa'nın birçok yerinden gençler gitmişti.
onu aşan bir boyut ve perspektifle orada şu an bir direniş var. En fait, il y a une résistance à l'heure actuelle à Rojava qui réunit des gens aux origines sociales diverses, aux bagages culturels différents, d'une manière qui n'est pas sans faire penser à ce qui s'est passé durant la guerre d'Espagne. Orada egemenlikten kurtulan her kente bir meclis oluşturuluyor hemen. En fait, à Rojava, chaque fois qu'une ville est libérée, on y met en place un conseil, une assemblée. Rojava'da direnen insanlar Sayın Öcalan'ın paradigmasını, siyaset felsefesini esas alıyor. Les gens qui résistent à Rojava ont pour, au fondement de la résistance de ceux qui sont à Rojava se trouve le paradigme, un paradigme tel que développé par M. Öcalan. 17 yıldır cezaevinde olan Sayın Öcalan ciddi filozofik yoğunlaşmalar, felsefik yoğunlaşmalar yaşadı. M. Öcalan, qui est détenu depuis maintenant 17 ans, a mis en place une réflexion philosophique d'une grande profondeur. Ve insanların başına gelen tüm kötülüklerin temelinde iktidarlar yatmaktadır dediğim. Et il a déclaré que à la source de tous les maux qui hantent l'humanité se trouvent les pouvoirs. Sorun alışılageldiği gibi Kürtlerle Türkler ya da Kürtlerle Araplar arasındaki bir sorun değil dedi. Il a déclaré la chose suivante, et il ne s'agit pas, contrairement à ce que l'on affirme couramment, d'un problème qui oppose les Kurdes aux Turcs ou les Kurdes aux Arabes. Ya da sadece zenginlerle fakirler arasındaki bir sorun da değil. Il ne s'agit pas non plus d'un problème entre riches et pauvres. Tüm bunları da içerecek şekilde iktidarın kendisi tüm kötülüklerin kaynağıdır ve iktidar üreten her türlü toplumsal inşaadan kaçmak, uzaklaşmak gerekiyor dedi. En fait, tout en abritant tout ce que je viens d'indiquer en son sein, c'est le pouvoir lui-même qui est à la racine de tous les maux. Il s'agit par conséquent de mettre en place un mécanisme alternatif par rapport à ça. Şu an Rojava'daki aslında sistem demokratik konfederalizm olarak tanımlanıyor ama bizim şu ana kadar sözlüklerden edindiğimiz konfederalizmi de aşan bir boyutu vardır. Yani iktidar Le système actuellement mis en place à Rojava est défini comme le confédéralisme démocratique, mais a une singularité qui est distincte du confédéralisme tel que défini habituellement par rapport à la définition du dictionnaire de ce terme. ben özce şunu söyleyeyim. Gerçi kadın arkadaşımız burada kısmen değindi hepsini anlamasam da. Mesela bu hareket kadınları tarihin ilk köylü hareketi olarak tanımlıyor. Köylü hareketi. En fait, brièvement, et comme et pour aller dans le sens de ce que vient de dire notre compagne ici présente, il s'agit d'un mouvement qui définit les femmes comme le premier peuple esclave de l'histoire de l'humanité, comme les premiers esclaves de l'histoire de l'humanité. Yine Sayın Öcalan kadınlar için dünyanın ilk ezilen ulusu diyor. De même, M. Öcalan définit les femmes comme la première nation opprimée du monde. İktidarcı ilişkilerin ilk kez insanların arasına, kadınlarla erkekler arasında, daha sonra onlar arasında oluştuğunu belirtmektedir. Et en fait, les divisions, la toute première des divisions que sème ce système caractérisé par l'État-nation est la division qui sépare les hommes des femmes. Bunlar derin mevzular. Belki bunların hepsini konuşmak için çok daha zamana ihtiyaç var. Ama ben şunu söyleyeyim. Il s'agit de sujets profonds. Pour pouvoir les développer proprement, évidemment, il faudrait pouvoir disposer de beaucoup plus de temps. Mais néanmoins, je tiens à préciser la chose suivante. Rojava devrimi herkesi heyecanlandırmış durumda. La révolution de Rojava a enthousiasmé tout le monde. Ama egemenlikçi sistemleri de ürkmüş durumda. Mais par contre, les systèmes caractérisés par l'État-nation ont pris peur face à la révolution de Rojava. Türkiye'nin 2 gün önceki işgal çabası da bununla ilgilidir. Ce qui explique la tentative de la pénétration militaire turque en Syrie il y a 2 jours, et donc la tentative d'occuper le territoire syrien. Çünkü Rojava'daki 2 ayrı kantonun birleşmesine az kalmıştı. Car, en fait, à l'heure actuelle, à Rojava, on cherche à unir
deux cantons distincts. Et en fait, on est sur le point d'y arriver. Ve tüm dünyanın başına bela olmuş IŞİD unsurları Irak ve Suriye'de hapis kalacaktı, kuşatılacaklardı. Et en fait, en unissant ces deux cantons, hein, on aurait réussi le fait d'unir ces deux cantons, je rectifie, le fait d'unir ces deux cantons permettrait la mise en place d'une ligne de défense qui couperait, qui couperait la voie, qui empêcherait l'avancée des forces de l'EI. Dünyanın bu karanlık güruhtan kurtulma imkanı var iken Türkiye bunu önüne geçmeye çalıştı ve maalesef şu ana kadar YPG'nin yaptıklarını takdirle karşılayan birçok güç de buna sessiz. Et en fait, alors que cette initiative permettrait au monde entier d'avoir une ligne de défense contre cette bande porteuse de ténèbres, l'État turc s'y oppose. O nedenle son olarak şu sözü söyleyeyim. Hepimizin sesimizi biraz daha yükseltmemiz gerekiyor. Je tiens par conséquent à conclure en disant que nous tous devons hausser le ton et faire entendre notre voix. Çünkü özünde egemenlik ve iktidar birikimi olan devletlerden, iktidarlardan bir şey beklemek çok gerçekçi değil. Car finalement, s'attendre à ce qu'une solution vienne de pouvoirs qui, de toute façon, sont corrompus à la racine, ne serait pas particulièrement réaliste. Dünyayı biz güzelleştireceğiz. Bu ruh güzelleştirecek. O nedenle son olarak bu ruhu selamlıyorum. C'est nous qui allons rendre sa beauté au monde, c'est cet esprit qui va y parvenir. Je conclus donc en saluant cet esprit. Merci beaucoup. Merci beaucoup Faisal Sarı Yildiz. Et donc on va reprendre deux des points que tu viens d'évoquer. Et en premier lieu, donc dans le projet de société qui est porté par le mouvement kurde, par la résistance kurde, par la révolution de Rojava, la place du féminisme, la place des femmes. Donc Gisèle Koch, si tu veux bien nous présenter ce point. Alors, la place des femmes kurdes à Rojava, j'ai essayé de l'expliquer déjà tout à l'heure, je ne vais pas me répéter. Qu'est-ce que je peux dire de plus par rapport à tout à l'heure? C'est exactement la même chose, que ce soit Kobane ou Rojava, c'est les mêmes femmes qui se battent et pour la liberté. Et pour compléter un petit peu ce que dit Faisal et pour conclure peut-être, parce que pour moi ce qui est important c'est surtout vos questions, parce qu'on peut en parler pendant des heures ici. On pense en fait on a bien vu que l'histoire malheureusement se répète. On a beau être en 2016, on a beau avoir tous les outils technologiques, les Nations Unies, l'Union Européenne, tous les textes, tous les traités, tout ce qui est possible. On voit bien que ce n'est pas la solution en fait, et que si en fait c'est une image que j'aime beaucoup, si dans une pochette qui a déjà en fait des fruits pourris, si on rajoute de nouvelles oranges, ça sert strictement à rien, elles pourriront aussi en fait. Et nous on pense en fait en tant que HDP, en tant que mouvement kurde, que la solution à tous ces problèmes-là serait justement le confédéralisme fédéral, ce serait le confédéralisme régional. Et c'est vrai que nous y croyons toujours. Moi, pendant par exemple toute la période électorale, j'ai vécu des choses vraiment, des fois je me disais c'est complètement... ça paraissait utopique, mais en fait c'était possible. Par exemple, lors du congrès de Diyarbakır ou Ahmed, où en fait on était tous ensemble, toutes les parties en fait qui se sont réunies au sein du HDP, donc les LGBTI, les écologistes, il y avait des femmes voilées, il y avait toute personne en fait qui se reconnaissait dans ce projet et qui a accepté de vivre ensemble à partir du moment où en fait on se respectait. Malheureusement en fait on va dire que le système capitaliste a oublié un grand héritage que nous avait laissé en fait le siècle des Lumières, et surtout au niveau de la liberté d'expression et aussi au niveau de la liberté d'autrui en fait. Tant qu'on ne dérange personne, il faudrait justement que tout le monde puisse vivre en harmonie et en totale liberté.
Par exemple, quand je vous parlais du congrès de Diyarbakır, je rencontrais en fait au sein de l'arène où en fait on était tous ensemble, je voyais une femme voilée en fait qui venait d'un village en fait de la zone du Kurdistan. À côté, on va dire, on avait une transsexuelle avec qui ils étaient en train de discuter justement de comment ils étaient en train de préparer les dolmas, en fait les vignes farcies en fait. C'était assez marrant. Et on se disait en fait qu'à partir du moment où on défendait les mêmes idées, donc la liberté, pas obligatoirement l'égalité, mais vraiment la liberté d'être comme on est, c'était possible et un monde différent était possible. Malheureusement, comme dit Faisal Sarı Yıldız, notre député, c'est que cette idée de liberté dérange énormément de personnes parce qu'on sait très bien qu'il faut obligatoirement, dans le système capitaliste, pouvoir dominer. Enfin, il faut toujours qu'il y ait un dominant-dominé. L'homme doit dominer la femme, le patron doit dominer le travailleur. Et on pense qu'en fait la nature est faite comme ça et c'est totalement faux. On sait très bien qu'il y avait des sociétés millénaires qui étaient dominées d'abord par la femme ou de manière différente. Concernant, enfin, c'est tout ce que je peux dire moi par rapport, parce que j'ai pas envie de me répéter. Il y a des films très beaux en fait qui vous montreront exactement comment ça se passe. Et voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc, Engin, si tu veux bien aussi reprendre un autre point qui a été brièvement évoqué par Faisal Sarı Yıldız, qui est donc l'écologie sociale et le confédéralisme démocratique. C'est pas toujours très bien connu ici, donc si tu peux expliquer un petit peu en quoi ça consiste et puis peut-être les origines théoriques, voilà. Je voulais recroiser très vite en fait mon discours pour passer exactement aux questions. Ce serait mieux, je pense, qu'il élargit avec les questions. Bon, finalement, ils ont bien expliqué exactement la situation de la révolution du Rojava, qu'on disait dans l'histoire, Kurdistan et Buçuk, c'est-à-dire le petit Kurdistan, qui a devenu exactement le moteur central d'une sorte de révolution, que moi je disais tout le temps, la révolution moléculaire au Moyen-Orient, contre les djihadistes et contre le système patriarcal, même aussi contre les systèmes d'État-nation et le nationalisme. Pas que au Kurdistan, mais aussi en Turquie et aux pays du Golfe, aux pays arabes, aux pays, tout ce que vous voulez, se trouve dans le monde. Bon, finalement, l'écologie sociale, c'est la source de la révolution du Rojava, qui est basée sur le confédéralisme démocratique théorisé par Abdullah Öcalan, le leadership du mouvement kurde, et aussi sous l'influence de la théorie de Muraï Boutchin, l'intellectuel philosophe anarchiste et écologiste américain. Bon, finalement, le confédéralisme démocratique rejette, comme j'ai dit tout à l'heure, le nationalisme et l'État-nation. Bon, ces grands livres, Lin dépose sa source sur un projet démocratique radical proche du municipalisme libertaire, une économie de type anticapitaliste collectiviste et un système de fédéralisme intégral entre communes et une coopération multiethnique dans des systèmes autogérés. C'est-à-dire le système se trouve exactement dans un projet cantonal. On dit il y a 3 cantons de la révision du Rojava, canton de Kamışlı, Afrin et Kobane. Vous connaissez l'histoire de Kobane. Bon, le mouvement de la révolution du Rojava utilise une approche que moi je dirais en fait concrétisée dans un slogan qui disait laissez-nous communautariser notre terre, notre l'eau, notre énergie, laissez-nous construire une nouvelle vie démocratique et libre. Et ce slogan, je pense que entre guillemets, c'est pas un slogan orthodoxe qui vient exactement du marxisme du XXe siècle. C'est plutôt entre le néo-marxisme et l'anarchisme écologiste qui se trouve exprime bien le système du confédéralisme démocratique kurde. Voilà, je vais arrêter ici. Mais ce serait mieux qu'on discute plutôt avec les questions. Merci. Maar het terug daar, een beetje je brezonig met mijn straf, ik heb een causé brezonig was, dan terug daar, de mejonge barzal zo bij een tuut de jonge ovel ton avec le honor evel bröder achwareze da a galon, ak on se rende l'air daar talhen ma. Donc
quelques mots de breton pour dire que je suis sûr que dans la salle, beaucoup de gens ont comme moi le sentiment d'avoir des frères et des sœurs de cœur et de leur dire courage. Donc on va passer maintenant à la dernière partie, qui est la partie débat. Je pense qu'un micro va circuler dans la salle. Voilà, le micro arrive. Donc... Oui, bonjour. Je suis désolée, je vais faire une petite critique par rapport aux interventions. Je pense que c'est très compliqué et c'est très dangereux d'ailleurs. Et c'est ce que fait en fait la presse internationale de raconter le problème des Kurdes aujourd'hui, avant et après le coup d'État avorté, par un anti-erdoganisme simple et c'est réducteur, puisque Gisèle est la seule qui en a un peu parlé et je pense qu'ils sont trop gentils parce qu'ils sont tous d'origine kurde. Moi, je suis une Turque de souche, si vous voulez, donc je vais le faire moi-même. Je vais mettre l'épine dans mon pied à moi-même. Le Turc lambda, dans la rue, à 50% est raciste et le dicton veut que le meilleur Kurde est un Kurde mort. Et c'est cette mentalité générale des Kurdes, des Turcs de notre pays qui ont fait, bien sûr, qui ont amené M. Erdogan et les autres avant, puisque ça ne commence pas, l'anti-kurdisme ne commence surtout pas avec Erdogan. C'est effectivement, comme le disait Engin, une politique d'État depuis le début de la République. Mais vraiment, il faut appeler un chat un chat. Les Kurdes, les Turcs ne veulent pas des Kurdes. C'est pour ça que, comme tu disais, Gisèle, on fait la fête à Istanbul parce que, en fait, ce qui se passe à Cizre, ce n'est pas, on ne se reconnaît pas, si vous voulez, dans la même douleur. Donc voilà, je préfère le dire. Merci. Deuxièmement, j'ai une question quand même. Gisèle, je pense que tu es avocate et je ne veux pas te lancer que des histoires de femmes parce que je sais que tu as d'autres choses à nous dire quand même que l'histoire des femmes. Qu'en est-il du procès de l'assassinat de Tahir Elçi, qui quand même, je voudrais aussi l'évoquer quand même et rendre hommage à Tahir. Qu'en est-il du procès? Est-ce que c'est élucidé? Donc Tahir Elçi est un avocat et le président du barreau de Diyarbakır qui a été assassiné, j'ai oublié la date, tu vas me le rappeler, c'est pas grave. Et qu'en est-il du procès? Parce qu'on parle beaucoup de Hrant, mais je voudrais qu'on parle aussi de Tahir. Merci. Alors, je te remercie en fait pour ton réalisme. Malheureusement, effectivement, c'est ce qui se passe en Turquie et c'est ça qui est assez difficile à comprendre. Après, effectivement, si toi-même tu dis que 50% des Turcs sont racistes, Engin dit que 80%. Moi, j'aime jamais les généralités et je pense que ça sert à rien en fait de. Moi, je crois que, enfin, je reste sur l'espoir justement qu'il y ait des femmes aussi comme toi. Et il faut savoir qu'en fait, le HDP a pu faire aussi 13% en fait de son électorat grâce à des personnes progressistes qui croient en notre cause et qui sont à côté de nous. Et je pense que c'est pas bon de dire obligatoirement que tout est noir ou blanc. Oui, c'est peut-être tout petit, mais c'est quand même quelque chose qui nous donne espoir. La violence, en fait, qu'on parlait tout à l'heure, ça a commencé. Enfin, on l'a senti surtout par rapport à Erdogan quand il y a eu justement le mouvement de Gezi, où déjà il est en train de nous dire faut faire attention aux opposants justement. Moi, je garde encore les 50% en fait de mon électorat à la maison et ça durera pas longtemps. En gros, il est en train de nous menacer avec son propre électorat parce que nous, les 50%, nous étions à la rue. Et en fait, nous, avec le HDP, ce qu'on a voulu dire, c'est que les 50% qui étaient à la maison et qui étaient relayés pendant des années, c'était des femmes. Et ces femmes-là, elles sont maintenant à la rue. Et ces 50%, il ne pourra pas trop y compter. Et par rapport à ce que tu disais, par rapport à Tahir Elçi, malheureusement, c'est que c'est triste à dire, mais les hommes subissent beaucoup de pression, mais c'est souvent les femmes
on va dire, qui le ressentent encore plus dans leur chair, parce que c'est des mères, parce qu'elles ont, du coup, notamment je pense à la femme de Tahir El-Chir, je pense à sa fille, que je connais bien, et que j'ai vu dans un état vraiment horrible, hein, et je souhaite ça à personne, d'enterrer son père, alors que cette même personne, enfin l'avocat dont tu parles, qui était bâtonnier en fait, de l'ordre des avocats en fait à Diyarbakır, a été assassiné, et moi j'ai pas peur de le dire, par l'État turc, le 21 novembre 2015, alors qu'il était en train de faire un communiqué devant la presse pour défendre le patrimoine en fait de l'UNESCO, le patrimoine, la ville historique de Sur, qui est en fait à l'intérieur de Diyarbakır et qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Moi, j'ai du mal à comprendre justement comment une ville qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO n'a attiré l'attention de personne, ni les archéologues, ni les historiens, ni les défendeurs justement de ce patrimoine. Maintenant, je commence à me demander à quoi ça sert en fait d'être membre de l'UNESCO, ou de l'ONU, ou de je sais plus quoi. Et c'est d'autant plus dur justement de dire ça en tant qu'avocate, parce que c'est des valeurs auxquelles on croyait et on pensait que c'était possible. Parce qu'à la base, c'était fait justement suite à la Deuxième Guerre mondiale pour dire que ça sera la der des der. Et malheureusement, on voit que c'est pas la fin. Concernant Tahir El-Chir, toi tu dois savoir, en général quand il s'agit d'un Kurde, tout de suite en fait, je sais plus. Il y a eu la censure médiatique. En fait, il y a à chaque fois des renvois. Et en fait, on n'a pas accès nous-mêmes à l'intérieur du dossier. Et on sait que de toute façon, ça va être relégué en fait, pendant des années. On a déjà eu le cas de Hrant Dink. Il faut savoir qu'il est toujours pas encore... son assassin n'a pas été encore jugé. Malheureusement, les Arméniens ont eu Hrant Dink comme symbole malheureux. Et les Kurdes actuellement ont Tahir El-Chir aussi. Et on ne sait pas l'issue du procès, et on sait que ça va être une bataille de longue haleine. Voilà. Merci beaucoup. Je vous invite, comme vous êtes assez nombreux et qu'il y a beaucoup de questions, je vous invite à faire des questions assez brèves, si vous voulez bien, pour que beaucoup de personnes puissent en poser, et des réponses assez brèves aussi, pour que ça puisse... Bonsoir. Je voulais juste poser une question par rapport au parallèle que vous avez fait, par exemple, avec d'autres révolutions et guerres par le passé, comme la guerre d'Espagne. Les idées généreuses qui sont en train d'être mises en place au Rojava sur le municipalisme libertaire, sur l'autogestion, sur une forme de démocratie radicale. On sait très bien que ça fait malheureusement mauvais ménage avec la guerre. Et je voudrais savoir comment s'articule le pendant civil et le pendant militaire. Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui sont à la fois sur le front et qui animent l'administration des zones libérées? Est-ce que ce sont des gens différents? Comment cela s'articule? Et puis j'avais une deuxième question sur l'enjeu diplomatique. Vous êtes entouré de grandes puissances, moyennes ou grandes puissances, qui ont tous des intérêts différents, qui peuvent peut-être vous aider ponctuellement parce que c'est parfois leur intérêt propre. Et quelle vision vous avez de ça? Moi, je vais continuer de répondre plutôt. Bon, c'est compliqué un peu cette question, mais d'un côté, il y a une protection de l'unité d'autodéfense qui est créée par les civils à l'intérieur du territoire de la révolution du Rojava. Et de l'autre côté, c'est pas une armée, mais c'est une force de guérilla, bon, finalement militariste, qui essaie d'évacuer exactement la région contre les djihadistes. Donc ils ont diffusé exactement les dispositifs de la révolution, ils ont diffusé ces deux différentes conceptualisations de la révolution pour bien communautariser exactement la terre et cultiver la terre au sein du territoire. Bon, par exemple, d'un côté, il y a l'université de Rojava qui a créé et continué ses études. De l'autre côté, il y a plusieurs différentes créations de l'espace politique qui est engendré par les gens civils à l'intérieur du territoire,
comme les coopératives autogérées, comme cultiver la terre par les gens pour sortir exactement la production et reproduction du capitalisme mondial, essaye d'engendrer exactement un système plus anticapitaliste et plus proche au socialisme humanitaire, un peu anarchiste, donc d'un côté. Alors, il essaye de régler le problème de l'hiérarchie au sein de la révolution, qui c'est très important maintenant, qui a créé certains problèmes avec la guerre, surtout que vous trouvez exactement dans une défense militaire de guérilla qui essaie de combler aussi certaines choses contre les djihadistes que je dirais qu'en fait, il y a certains finalement problèmes au sein de la révolution qui continuent à constituer encore cet espace et cette temporalité de révolution. Mais finalement, de l'autre côté, la résistance qu'on dit, l'insurrection kurde qu'on dit en kurde Sarıldan, le système de cette insurrection kurde essaie de stabiliser en fait le problème social de la révolution avec les gens âgés ou enfants, les femmes et les autres identités sexuelles. Bon, l'aspect diplomatique. Bon, déjà, en fait, les représentants de la révolution du Rojava a créé certains instituts en Europe, en Russie, aux États-Unis, dans des pays qui ont accepté exactement le statut des Kurdes dans cette révolution. Mais un statut, c'est très prévisoire, c'est un statut qui n'est pas exactement le consulat, mais la représentation institutionnelle de la révolution du Rojava. Par exemple, il y a une association qui s'appelle France Rojava, l'association de France Rojava qui essaie de ramasser certaines connaissances, du savoir sur la révolution de Rojava pour la société française. Donc en Allemagne aussi, en Russie, aux États-Unis aussi, mais les diplomaties, vous savez très bien que moi, oui, à Paris. La diplomatie, c'est un peu comblé par le système d'État-nation, c'est-à-dire par la reconnaissance déjà que la révolution de Rojava n'est pas encore connue à l'échelle mondiale, qu'ils essayent de faire connaître exactement leur système à l'échelle mondiale, mais je pense que ça va durer jusqu'à la fin de la guerre, qui la guerre encore constitue exactement la société à Rojava. C'est occupation, quoi. Merci, oui. S'il vous plaît, évitez les questions longues, sinon il se peut que je sois obligé de demander à ce qu'une question longue soit reformulée en plus court et on perdrait du temps. Donc, question suivante, je ne sais pas qui a le micro. Oui. J'ai juste une information à faire passer. On est le collectif Nevarneyok. On a été à plusieurs reprises au Kurdistan et là, on a recueilli dans un bouquin les paroles de celles et de ceux qui luttent pour l'autonomie là-bas. Et on voulait vous dire qu'il y a une table de presse juste derrière, si vous voulez venir après le débat. Et merci d'être venu. Oui, bonjour, je voudrais continuer sur l'aspect diplomatique. J'ai compris qu'effectivement, la question qui est posée, c'est la représentation internationale du mouvement Rojava. Donc il y a le léger progrès avec l'ouverture d'une représentation Rojava en France, mais dont j'ignorais tout, je l'apprends ce soir, parce que bon, les médias évidemment font complètement l'impasse dessus. Comment est-ce que vous espérez... S'il vous plaît, soyez assez concis, s'il vous plaît. Comment vous pensez passer à l'étape suivante, la représentation du mouvement Rojava, puisque depuis la deuxième guerre, c'est une représentation d'État-nation. Yanılmıyorsam buradan bir arkadaş söylediği hem
şu an aslında yeni bir siyasal sistem oturtulmaya çalışıyor ama aynı zamanda savaşıyorlar. İkisi bir arada çok güç oluyor. Comme quelqu'un vient de le préciser, comme Gisèle vient de le préciser, en fait, il y a deux choses qui se côtoient. D'un côté, on cherche à mettre en place un projet politique alternatif, et de l'autre, il y a la guerre. Mesela şu an binlerce dönüm tarım arazisi var, çok verimli ekilemiyor. Par exemple, à l'heure actuelle, il y a des milliers d'hectares de terres fertiles qu'il est impossible de cultiver. Çünkü Rojava'nın kendisi uzunca bir şerit şeklindedir. Car la région de Rojava elle-même est en fait à la forme d'une longue et étroite bande. Ve dört taraftan kuşatılmış bir coğrafya şu an. Et il s'agit d'une zone géographique qui est littéralement assiégée des quatre côtés. Bir taraftan Türkiye, bir taraftan IŞİD çeteleri var. İkisi de aslında boğmak istiyor. Et en fait, d'un côté, il y a la Turquie et de l'autre, les bandes de l'EI qui cherchent à étouffer cette région. Şu an orada bulunan belki yüz binlerce insan aslında orada bulunmanın kendisinin dahi devrimci bir duruş olduğunu düşünüyor ve çok rahatlar ruhen. En fait, les centaines de milliers de personnes qui sont là pensent que le simple fait d'être sur place est en soi un acte révolutionnaire, ce qui leur procure beaucoup de sérénité. Aslında bu yeni bir deneme, dünyada aslında oturtulmaya çalışan yeni bir perspektif, yeni bir paradigma, En fait, farklı bir sistem. il s'agit d'une nouvelle expérience où il s'agit de mettre en place un nouveau modèle, un nouveau paradigme. Geleceğine dair net bir şey söyleyemezsem de şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Il m'est difficile de dire quelque chose de précis en ce qui concerne l'avenir de ce phénomène. Mais il y a une chose que je peux affirmer. Şu ana kadarki sistemlerden daha ahlaklı bir sistem olacak. Ce sera un système qui aura la particularité d'être plus moral que les systèmes préexistants. Daha eşitlikçi bir sistem olacak. Ce sera un système davantage égalitaire. Ve öyle anlaşılıyor ki savaş da kendi içerisinde savaş üretmeyecek. Et d'un système qui ne sera pas une source de production de la guerre. Çünkü bu sistem temel çalışmalardan biri olarak birikimi yaratan her türlü mekanizmayı dağıtıyorlar. Car c'est un système qui s'oppose au fond à tout mécanisme producteur de thésaurisation. Ama bu reel sosyalizmde ya da klasik Sovyetler sistemindeki klasik sistemde olduğu gibi köylülerin elinden her şeyi alarak kamulaştırarak değil. Mais il ne s'agit pas de faire comme dans le système soviétique classique, c'est-à-dire en expropriant les terres des paysans pour en faire des terrains collectifs. Günümüz sosyolojisini daha iyi çözen, belki bunu çok fazla açma imkanımız yok ama ona göre birikim mekanizmalarını dağıtan, insanların birbirine tahakküm etmesinin mekanizmalarını dağıtan bir sistem. Dolayısıyla çok daha iyi olacağı kesin. Il s'agit donc d'un système, encore une fois, qui Il s'agit donc d'un système, encore une fois, qui brise les mécanismes de thésaurisation. Arkadaşlar baskı. Mon député, je l'appelle comme ça parce que j'ai voté pour lui et moi-même sommes d'accord pour dire que nos copains ne sont pas très sympas avec nous parce qu'ils nous ont déconcentrés tous les deux. Question suivante, s'il vous plaît. Bref, question à nouveau, s'il vous plaît. Moi, je veux répondre au traducteur. C'est que j'étais en train de rire et j'ai dit les femmes, elles sont obligées d'intervenir. Et j'ai dit ça suffit parce qu'il y a énormément de monde ici et il faut qu'on continue à parler. Voilà. Bonjour. Moi, j'ai deux questions. J'en ai une sur l'idéologie d'Öcalan, comment il est passé du marxisme-léninisme, qui peut être quelque chose d'assez vertical, à une idéologie plus libertaire et plus horizontale. Et après, dans la pratique, comment on passe d'une guérilla à un mouvement au niveau d'une population entière qui s'organise dans la vie quotidienne. Merci beaucoup. Bon, c'est très fort, hein, déjà. Bon, si on divise le mouvement libertaire kurde, le PKK, entre deux histoires, temporalité,
la première jusqu'à les années 90, qui est basée exactement sur la pratique du socialisme réel qu'il a dit tout à l'heure, Faisal, typiquement hiérarchique, autocratique même, je dirais, dans les années 90, qui est un système de guérilla qui est basé de lutte, juste lutte armée, qui est sans discussion exactement une imagination d'une nouvelle société. Donc après l'arrêt de Jalan dans la prison d'Imralı, donc le mouvement kurde a totalement changé sa lecture théorique et politique par rapport au système soviétique, qu'il a critiqué le système soviétique staliniste, qui selon le mouvement kurde dans son congrès, qu'il a dit, je pense que c'était 2001, il a dit que, alors, on n'est plus dans ce système du socialisme réel qui répond rien à ce monde du capitalisme mondial intégré. Et finalement, il faut faire sortir une nouvelle théorie politique qui ce sera plus écologique, plus libertaire et qui est basée sur les identités minoritaires dans la société, sont tous les femmes, les autres, les LGBT, tous, etc. Bon, dans les théories de Jalan, c'est exactement, vous le savez très bien, que basé sur la théorie d'un anarchisme écologiste de Muraï Boutchin. Donc finalement, mais pas que ça, d'un autre côté, Jalan a bien utilisé aussi la formation Foucauldienne, aussi la formation deleuzienne dans sa théorie, et aussi il y a certaines choses acteurs des années 60-70 qui utilisaient dans cette théorie pour développer exactement la politique du mouvement kurde. Et finalement, c'est toujours en discussion. Il y a certaines choses, par exemple, quand vous le disiez que je suis antimilitariste, bon, ok, mais là, il disait le mouvement kurde qu'on est contre l'armement du social, mais de l'autre côté, il y a un mouvement de guérilla, finalement militaire. Bon, finalement, il essaye de vraiment raccourcir exactement toutes les hiérarchies de la guérilla. Et pour cela que, par exemple, ils ont séparé le guérilla des femmes, le guérilla des hommes, qu'il y a certaines éducations que vous avez, je pense, que vu dans le film La guerre des filles, des filles, qu'il y a une éducation du féminisme, du système queer dans les guérillas femmes pour répondre exactement aux hommes. Donc finalement, la discussion continue, mais il faut jamais oublier que cette guérilla aussi dans la guerre, de tous les côtés du Kurdistan. En Turquie, en Iran, même en Irak, avec le système de l'espace kurde de Barzani, et aussi à Rojava contre les djihadistes et le régime Bachar el-Assad. Finalement, c'est une théorie qui est actuellement coincée exactement sur la guerre et la violence. Mais ce n'est pas dire qu'on ne discute pas au Kurdistan exactement la nouvelle sorte de cette théorie. Par exemple, je me rappelle que moi j'ai participé en 2010, il y avait un forum social de Mésopotamie à Diyarbakir, le capital symbolique du Kurdistan, qui pendant une semaine, on a discuté avec les mouvements internationalistes qui sont venus de Brésil, de Japon, de tous les côtés du monde, des anarchistes, des néo-marxistes, des écologistes, des féministes, etc. Sont tous s'installés en fait à Diyarbakir, qui on a discuté exactement d'un côté le langage de la guerre et comment on peut sortir exactement de ce langage pour nous intégrer une nouvelle théorie. Ben, je dirais que c'est pas facile quand même de discuter vraiment dans le système de la guerre. Merci beaucoup. Nouvelle question brève. Orgulenberg, hoyen droidiges de Erwan, pisser daarom prejus tre a hurdet de ce bro Turquie, Rojava, de ce bro Irak. Je vais causer que de ce bro Irak. Question donc sur les relations entre les Kurdes de part et d'autre de la frontière. Quelles sont les relations entre les Kurdes du Rojava et les Kurdes de Turquie? Quelles sont les relations entre et d'Irak, pardon. d'Irak, pardon.
Rojava aslında Kürdistan'ın en küçük parçası. En fait, la Rojava est la partie la plus petite du Kurdistan. Silahlı mücadele son 2-3 yılda gündemlerine girdi. En fait, la lutte armée n'est d'actualité n'est d'actualité chez eux que depuis ces 2-3 dernières années. Ama tüm partilerin, neredeyse Kürdistan'daki tüm Kürt partilerin uzantılarının orada olduğu çok renkli bir alandı. Sosyolojiye sahipti. Sociologiquement parlant, Rojava était un territoire où on retrouvait finalement des représentations de l'ensemble des partis politiques kurdes. Donc il y avait un éventail politique multicolore. Ancak bu Suriye'deki kaosun derinleşmesiyle birlikte Mais avec l'approfondissement du chaos qui a lieu, qui ravage actuellement la Syrie, Sayın Öcalan'ın mücadele önermeleri orada benimsendi. on y a adopté les propositions de lutte telles que développées par M. Öcalan. Zaten Sayın Öcalan orada 30 yıl boyunca kalmıştı. De toute manière, M. Öcalan lui-même avait résidé dans cette région durant 30 ans. Ve ideolojik olarak etkilenen bir kesim vardı. Et il y avait déjà donc une partie de la population qui avait été idéologiquement influencée par lui. Şu an aslında Rojava'da başarıyı sağlayan Sayın Öcalan perspektifleridir. En fait, actuellement, s'il y a un succès à Rojava, il est obtenu grâce au point de vue politique élaboré par M. Öcalan. Başarı sağlandıkça da o cephe büyüdü. Bence şu an oradaki Kürtlerin %90'ı aynı siyasal ilkeler etrafında bir araya gelmiş. Donc au fur et à mesure, le front de Rojava n'a fait que se renforcer, ce qui fait qu'à mon sens, on peut dire que 90% des Kurdes habitant actuellement Rojava sont unis autour des mêmes principes politiques. Ama son olarak şunu da söyleyeyim, orada da bir sağ hareket vardır. Je dois quand même dire en dernier lieu que là aussi on trouve un mouvement de droite %5 midir 10 midir bilemiyorum ama onlar daha çok Barzani'ye yakın. qui représente un pourcentage de 5 à 10% de population. En l'occurrence, il s'agit de sympathisants de Barzani. Barzani de ideolojik olarak Erdoğan'a yakın. Barzani étant lui-même apparenté idéologiquement à Erdogan. Çok uzatmamaya çalıştım ama. J'ai essayé de faire bref. Si. Bonjour. Alors, moi, je voulais dire que bah, c'est un peu dommage de parler de la lutte des femmes et de parler seulement de Öcalan et de ne pas citer Sakine Cansız. Donc, si tu pourrais dire deux mots sur elle. Et puis, je voulais demander aussi la situation des frontières au Rojava en ce moment, vu que je sais que c'est compliqué. Merci. La situation des frontières au Rojava. La première partie de la question, je ne sais pas si c'était une question ou juste un commentaire, mais c'est vrai que c'est tous les amis en fait qui ont parlé de Öcalan, mais moi justement j'ai fait très attention à ne citer pas que un nom ou un prénom, parce que je pense que toutes ces filles-là méritent autant la place et elles sont toutes aussi honorables les unes que les autres. Et même donner seulement le nom de Sakine Cansız, je pense que c'est pas assez suffisant. J'ai essayé d'en parler tout à l'heure, mais il faut savoir que justement, ces filles qui se battent justement pour la liberté et aussi pour toute l'humanité, enfin je vais pas le répéter 10 fois, mais c'est la réalité, c'est que quand elles le font au prix de leur vie, c'est jusqu'au bout. Soit elles gagnent, soit elles meurent. Et c'est d'autant plus vrai que, en fait, c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'aller voir les films, parce que le fait seulement de dire, ça ne suffit pas. La force qu'elles ont, c'est que justement, Daesh a énormément peur de ces femmes-là, parce que dans leur croyance complètement débilisante, Daesh pense que si jamais ils se font tuer par une femme, ils ne mourront pas en tant que martyrs. Donc nous, ça nous fait souvent sourire. Mais certaines, malheureusement, tombent aux mains de Daesh. Et quand elles se battent, elles gardent obligatoirement une balle dans leur arme, justement au cas où elles tomberaient dans les mains de ces monstres. Et elles gardent cette balle-là exclusivement pour elles, justement, parce qu'elles veulent, jusqu'au bout, ne pas tomber aux mains de ces hommes-là
et de ces monstres plutôt, je vais dire, et qu'ils n'aient pas possession de leur corps. Parce qu'à partir du moment où certaines femmes, et c'était le cas des femmes yézidis, les femmes sont le sort qui est réservé à ces femmes-là. Daesh pense qu'en fait c'est des biens de guerre, donc des marchandises qu'on peut vendre, qu'on peut violer, qu'on peut commercialiser et qu'on peut réduire à l'esclavage. Et ces femmes-là, quand elles sont parties à la montagne, les femmes kurdes, se sont jurées qu'elles ne tomberont jamais aux mains de ces hommes-là et qu'elles donneront jamais, on va dire, la satisfaction de victoire en fait à Daesh. Voilà. Donc je pense que toutes ces femmes-là méritent le respect et l'honneur. Voilà. Un petit mot sur les frontières alors, parce qu'il y avait une question sur les frontières ou oui, vas-y. Moi, je vais reprendre la parole dès que j'en ai l'occasion. Ce que je veux dire, on peut en parler des heures en fait, de la situation du Kurdistan, les raisons économiques, géostratégiques, politiques et quoi que ce soit. C'est que la situation actuellement est telle que certains sociologues expliquent qu'en fait la situation pour les Kurdes est encore pire que celle des années 80. Donc c'est un retour en arrière, mais en fait encore plus dangereux. Parce qu'en fait, en 80, il n'y avait pas l'État islamique. Et là, cette fois-ci, les Kurdes se retrouvent face à l'État turc, mais aussi face, en fait, à cet obscurantisme. Et actuellement, notre député en fait partie. Il faut savoir que nos députés, en fait, le 7 juin, on avait 80 députés, en fait, qui sont entrés dans l'Assemblée nationale. On en a à peu près 49 maintenant. Et plus de la moitié en fait, font l'objet de la levée de l'immunité parlementaire en fait, qui a été votée par l'Assemblée nationale. Suite en fait, au coup d'État raté du 15 juillet, Erdogan a dit qu'il avait mis ça en suspens et qu'il attendrait. On sait très bien, le connaissant, qu'en fait, il va utiliser encore cette carte-là au moment où on s'y attendra le moins et quand il en aura besoin. Donc on sait que là, actuellement, nous sommes dans une salle d'attente. Mais on ne sait pas le sort qui va être réservé en fait, à nos députés. Et on sait que ça ne sera rien de bon. Est-ce qu'il est question actuellement aussi de vote concernant la peine de mort? Je pense que vous êtes au courant. Donc j'espère que ça ne sera pas ce qui est le cas. Je n'ai pas envie d'être trop pessimiste. Mais Faisal Sarı Yıldız ici et là. Et il faut dire les choses comme elles sont, mais peut-être que dans 2 mois, 3 mois, si jamais il avait l'idée de retourner en Turquie, peut-être qu'il ne serait plus parmi nous. Donc c'est pour ça qu'il est très important en fait de s'activer massivement pour pointer du doigt la politique de l'État turc actuellement, qui est assez, comment dire, j'arrive même plus d'écrire tellement c'est horrible. Et on a besoin en fait de votre soutien et de toutes les sociétés civiles qui se reconnaissent dans notre combat. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, merci beaucoup aux intervenants. Tröger Evraz,